Alors, je vais vous transformer en médecin. Ah, oula, c'est pas ça qu'il faut faire. Non, mais je sais pas, je sais pas me servir de ces machins-là, moi, tu sais bien. Voilà, c'est parti. En médecin vétérinaire, parce que je pense que vous en êtes, là, vous êtes suffisamment formé en matière de fin de vie. Je pense que vous pouvez tout de suite prendre ma place. Et c'est parfait. Donc, on va parler de l'approche vétérinaire de la fin de vie, et surtout ce que veut dire le mot vieillissement, parce que sous le terme vieillissement, on peut mettre plein de choses, et on va essayer de le préciser un petit peu d'un point de vue purement médical, quoi. Alors, évidemment, en préambule, je vais vous mettre un peu de chiffres, mais ce n'est pas pour vous noyer, il n'y en aura pas beaucoup d'autres après, c'est juste le début. C'est simplement pour vous recontextualiser un petit peu les choses. Alors, évidemment, c'est des chiffres français. Je ne sais pas dans quelle mesure ils seraient transposables à la Suisse ou à d'autres pays, mais bon, voilà, ça vous donne déjà un petit panel de ce qui se commençait en France. On a plus d'1,2 million maintenant d'équidés en France répertoriés, plus ceux qui ne le sont pas, avec, sur le dernier observatoire de l'IFCE, 170 000 détenteurs identifiés, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus. Hein, d'accord ? Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de vieux chevaux sont chez des particuliers qui ne sont pas forcément dans la population qui est bien répertoriée. En France, le cheval est un animal de rente, hein, donc destiné à la production bouchère, sur le papier, hein, en fait. Hein. Mais on ne peut pas dire qu'il soit perçu comme tel dans les usages et par les détenteurs de chevaux. Et puis j'ai cherché un petit peu dans la biblio au niveau mondial et je m'aperçois que en moyenne, 58% des propriétaires de chevaux considèrent que c'est un animal de compagnie. Et si on va chercher un petit peu outre-Atlantique, on a même... Alors, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais on sait que souvent ce qui se passe aux États-Unis, que ce soit bien ou pas bien, finit par arriver en Europe. Donc, aux États-Unis, 38% des détenteurs d'un équidé pensent que c'est un membre de la famille. Donc, vous voyez, on a quand même une progression assez importante dans la perception de la place du cheval au sein de la société. Bon, de quoi on parle quand on parle de fin de vie? Bon, on a en gros un petit 30% de la population qui a plus de 15 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Australie, ils sont même à 33% de plus de 15 ans. Donc, vraiment un vieillissement de la population partout dans le monde. Et puis, les autres chiffres, vous le voyez, 8% plus de 20 ans et moins de 2% plus de 30 ans. Il y a un élément qui est quand même, encore une fois, assez important, c'est que dans les statistiques, on s'aperçoit qu'en moyenne, chez les chevaux âgés, ils ont le même propriétaire pendant 15 ans. Donc on a vraiment un lien affectif propriétaire-cheval qui, alors je n'ai pas dit qu'il n'existait pas, mais qui est beaucoup plus court chez les jeunes chevaux qui sont exploités pour une activité équestre et où en moyenne ils changent de propriétaire tous les 6 ans. Donc ça change un petit peu la donne en matière de l'approche. Donc ça c'était pour vous faire un petit panel. Alors le vieillissement c'est quoi? Si on cherche la définition chez l'homme, c'est la période de la vie vers laquelle nous nous dirigeons tous, et qui se caractérise par le déclin physiologique des capacités physiques et de la fonction organique et de l'immunité. Ça, c'est la définition classique du vieillissement. Chez l'homme, on parle souvent aussi de vieillissement, non pas physique, mais vieillissement cérébral, et puis éventuellement des pertes de capacités cognitives chez l'homme. Et puis, on en a déjà un petit peu parlé ce matin, je pense qu'on peut aussi se poser la question chez le cheval. Du coup, on peut définir des catégories d'âge de différentes façons. Alors moi, je n'aime pas le terme vieux, donc pour être plus politiquement correct, on met senior, c'est vachement mieux, mais ça veut dire la même chose. Hein. On dit que tout animal, cheval, équidé de plus de 15 ans. Alors cheval, parce que si on parle des ânes, par exemple, on va pouvoir monter un petit peu le curseur de ces limites-là. Et les poneys encore plus. On parle d'un senior à partir de 15 ans, en moyenne, hein, classiquement, dans les bibliographies. Et on parle de super senior, pour ne pas dire de super vieux, à partir d'une trentaine d'années environ. L'espérance de vie moyenne d'un cheval dans le monde, mais c'est une moyenne, c'est 19 ans. Mais bon, après, ça ne veut pas dire grand-chose par rapport à ça. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a une surreprésentation des catégories poney. C'est-à-dire que le poney vit plus vieux que le cheval. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous le savez déjà. Alors donc, un vieux cheval, c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est le mien, de vieux cheval. Ce fut le mien, pardon. On a des signes, on a parlé tout à l'heure du phénotype, hein, c'est-à-dire le phénotype, c'est les signes qu'on voit visibles sur l'animal. Ça a été cité ce matin, on a le grisonnement, bien évidemment, la perte de tonus musculaire, le creusement des salières, donc, qui a été déjà évoqué tout à l'heure, la fameuse lèvre qui commence à devenir un peu mollassonne, là, qui pendouille en bas, qu'on appelle ça médicalement la ptose. Là, plus loin, ptose, et puis la fonte musculaire. Vous voyez qu'on se rapproche assez, si vous vous souvenez, si vous étiez réveillé. Ce matin, je vous ai parlé des
du phénotype de Fried, hein, qui est un peu un modèle d'évaluation du phénotypique du vieux cheval. Mais on retrouve un peu les mêmes choses, puisque on parlait de perte de poids, d'amyotrophie, de problèmes locomoteurs, de fatigabilité. On retrouve un petit peu des paramètres qui se rejoignent, quoi, en fait, hein. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les signes de vieillissement peuvent être aussi des signes d'appel d'une pathologie en devenir. C'est quelque chose qui va apparaître et qui va devenir non plus du simple vieillissement, au sens physiologique du terme, mais un vieillissement pathologique, c'est-à-dire une pathologie du vieux cheval. Effectivement, quand on commence à avoir des signes, on va en reparler après, de modification de la mue, il faut se poser la question si c'est du vieillissement normal ou si c'est pas un petit peu une maladie qui est bien connue chez les chevaux âgés. L'amaigrissement chronique, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors je reprécise parce qu'on m'a posé la question, un amaigrissement chez le vieux cheval, c'est un amaigrissement qui est relativement homogène, c'est-à-dire que l'ensemble des masses musculaires du cheval, avec préférentiellement les masses qui étaient antérieurement les plus développées, c'est-à-dire les muscles du dos, les muscles de l'épaule, les muscles de la croupe. Bon, mais l'ensemble fond à une vitesse relativement raisonnable et progressivement. À ne pas confondre avec ce qu'on appelle la cachexie, qui est une maladie musculaire, où les cellules musculaires, les fibres musculaires sont lésées et se transforment en une espèce de tissu anormal plus ou moins liquidien. Et quand on parle de cachexie, là, c'est une maladie et c'est beaucoup plus disharmonieux et beaucoup plus brutal, en fait, hein. Alors, vous allez me dire, oui, mais en gros, c'est un cheval qui maigrit. C'est pas toujours évident de faire physiquement la différence. On a des moyens éventuellement de le diagnostiquer, mais c'est vrai que gardez toujours un œil critique. Oui, il maigrit, mais est-ce qu'il maigrit de façon progressive et harmonieuse ou est-ce qu'il maigrit de façon brutale et complètement avec un aspect un peu décharné qui est le signe d'une vraie maladie? La raideur, l'ankylose, je ne vais pas trop en parler parce que je crois que vous allez avoir une magnifique conférence sur les problèmes locomoteurs à suivre. Et donc, je ne vais pas trop déflorer le sujet. Et la fatigue et l'intolérance à l'effort dont on a déjà parlé. Donc, en fait, en gros, le vieillissement, c'est quoi? En fait, ce n'est pas une chose qu'on peut définir de façon extrêmement précise. C'est une espèce de zone grise entre l'état de bonne santé et l'état pathologique. Alors, l'état pathologique, on le reconnaît. On a des signes biologiques, médicaux, des symptômes qui nous permettent de dire voilà, c'est telle pathologie ou tel type de pathologie. Le vieillissement, c'est un peu un état intermédiaire, c'est plus ou moins flou. Voilà, c'est là où ça se situe. Les modifications et les signes que l'on va pouvoir observer en tant que clinicien, ce sont des signes évidemment anatomiques, mais aussi des signes fonctionnels. C'est-à-dire que chaque organe peut dysfonctionner plus ou moins indépendamment des autres. N'oublions pas qu'on a quand même, chez les vieux chevaux, souvent pas un problème, mais une sommation de plusieurs petits problèmes qui viennent éventuellement en interrelation. Et puis, il y a aussi un vieillissement au niveau du comportement de l'animal et qu'il va falloir un petit peu aussi prendre en compte. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que, selon quelques études publiées, les signes de pathologie sont souvent attribués par excès au vieillissement. C'est-à-dire qu'en fait, les gens disent il est vieux, c'est pour ça qu'il est si maigre. Mais en fait, parfois, il est tellement cachectique que c'est plus du vieillissement, c'est normal, c'est une maladie, hein. Et ce distinguo-là, on peut le faire sur beaucoup d'éléments du phénotype du vieux cheval, sur beaucoup de signes. Donc, il faut toujours avoir, garder sa capacité d'observation, et deux, avoir une possibilité, je dis toujours qu'il faut toujours avoir un minimum de suivi dans le temps, parce qu'un élément qui peut paraître un petit peu douteux de vieillissement à un certain temps, si on ne fait pas trop attention, ça se dégrade relativement progressivement et au bout d'un moment, on tombe dans la pathologie. Et alors, ce que je peux vous dire avec une certitude totale, c'est que quand on est dans la pathologie, c'est toujours beaucoup plus difficile à prévenir que quand on est dans les signes précurseurs. Voilà. Donc on a souvent de la polypathologie chez les vieux chevaux, on a souvent plusieurs organes qui dysfonctionnent en même temps, et souvent des maladies chroniques, mais en fait ce modèle-là est exactement le même qu'en gériatrie humaine. J'en profite juste pour préciser que le mot gériatrie que j'utilise là, je l'ai mis un petit peu entre guillemets, pour une raison très simple, c'est que gériatrie, c'est par définition, sémantiquement, ça concerne l'humain et non pas les animaux. Alors pour des raisons de compréhension simple, par extension, on utilise la gériatrie animale, mais en fait, scientifiquement parlant, c'est un terme impropre. Donc, mais bon, je me permets d'utiliser cette petite digression. Alors, les dominantes pathologiques, la plus importante, ça reste les problèmes locomoteurs. Ça, il faut quand même avoir conscience que le principal problème du cheval vieillissant, c'est un problème locomoteur. C'est le plus fréquent, c'est le premier motif de consultation, c'est aussi la première cause d'euthanasie dans les répertoriés. C'est souvent plutôt des phénomènes dégénératifs, alors que chez les jeunes, on a plutôt des phénomènes traumatiques, des accidents.
Les facteurs favorisants sont l'âge, bien évidemment, mais tous les traumatismes qui ont pu s'accumuler et être répétés au fur et à mesure de la vie sportive ou de l'activité sportive de l'animal. Un élément important, c'est qu'il y a eu une étude comparative sur l'appréciation des troubles locomoteurs chez le vieux cheval, enfin chez le cheval, je crois que c'était chez le cheval âgé, mais chez le cheval, pas forcément uniquement catégorie plus de 15 ans, où on a pu détecter, il a pu être montré qu'il y avait très souvent une sous-évaluation des signes de boiterie. C'est-à-dire que quand un cheval boite, il y a des fois qu'un propriétaire sur 5 qui voit qu'il boite, alors que si vous faites passer ce même cheval entre les mains de vétérinaires un peu expérimentés, il y a 1 sur 2 qui voit qu'il boite. Alors ça veut pas dire que c'est une règle générale et ça veut pas dire que vous avez moins bons yeux que moi, d'ailleurs c'est pas le cas, j'ai des lunettes pour ça, mais en fait je pense qu'on a encore un travail d'éducation à faire sur la détection des signes de boiterie. Alors évidemment c'est le cheval qui est en grade 4 et qui pose plus le pied par terre, celui-là tout le monde le voit, mais il y a des signes plus légers et des grades plus faibles qui sont parfois un petit peu sous-estimés. La symptomatologie, je ne vais pas développer. En gros, il y a 2 catégories. On a parlé des postures de soulagement et, qui sont connues. Hein. Bon, les postures de soulagement de ce type-là, tout le monde connaît un petit peu, en suppression d'appui. Sur les postérieurs, pareil. Mais ça peut être plus insidieux si on a un cheval qui se déplace moins et qui explore moins son environnement, qui vient moins en contact de ses congénères, qui vient moins en contact de son propriétaire. Cette diminution du comportement exploratoire peut être aussi un signe de vieillissement, pardon, excusez-moi. Alors, dans la liste des boiteries, on peut faire un petit focus sur 2 éléments particuliers, la fourbure et les problèmes de pied. Alors là, je ne développe pas plus cette dia-là parce que je ne veux pas trop empiéter sur la conférence qui est juste après. Mais en gros, retenez que 37% des boiteries, c'est chez les vieux chevaux, hein, bien entendu, c'est des problèmes de fourbure, et avec une forte comorbidité avec la fameuse maladie de Cushing dont on va reparler dans quelques instants. Deuxième dominante pathologique, c'est les coliques. Alors vous allez me dire, les coliques, tous les chevaux peuvent en faire à tout âge, c'est la vérité, sauf que ce n'est pas les mêmes et elles n'ont pas le même pronostic. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est la première cause d'hospitalisation d'un cheval de plus de 20 ans, hein, statistiquement. Pardon. Ce qui est important, c'est que le taux de survie post-chirurgie est beaucoup plus faible chez les chevaux âgés et il diminue au fur et à mesure où le cheval prend de l'âge. Donc plus le cheval est âgé, plus les coliques ont un mauvais pronostic, en règle générale. Ce qui ne veut pas dire que c'est à chaque fois le cas, encore une fois, ça reste une règle statistique. La pathogénie est également différente, c'est-à-dire que chez les chevaux âgés, chez les chevaux de tout âge, on a majoritairement des problèmes de gros intestins, qui sont en général les coliques les moins graves, c'est-à-dire en gros les impactions ou les bouchons, c'est pour ceux qui veulent utiliser ce terme. A contrario, après 16 ans, on a énormément d'atteintes de l'intestin grêle, qui sont des coliques beaucoup plus graves avec un bien moins bon pronostic. Donc ne pas sous-estimer l'importance des coliques chez le cheval âgé. Excusez-moi. Alors, on peut faire un petit focus dans le terme maladie gastro-intestinale et colique sur la pathologie dentaire, bien évidemment, avec toutes les atteintes qui peuvent être liées à l'âge et puis au caractère particulier de la dentition hypsodonte du cheval. Et puis au syndrome amaigrissement, puisque le cheval âgé a quand même, alors vous voyez, celui-là, ce n'est pas un cachectique, il est maigre, avec une maigreur relativement harmonieuse sur l'ensemble de ses masses musculaires. Un outil à ne jamais oublier, je l'ai mis là pour mémoire, ça, il faut vous faire ça. Il faut que vous ayez votre note d'état corporel, parce que ça, c'est très important. Après, c'est pas compliqué, hein. Avec 5 niveaux, ça suffit. Ça vous permet assez vite de classer votre cheval, de mémoriser un score de note d'état corporel et de le suivre dans le temps. Quand on part de ça et qu'on arrive à ça ou à ça, on n'aura jamais le même score. Alors il y a évidemment une variation individuelle dans l'appréciation, c'est-à-dire que si on se met tous à noter un cheval, on ne va peut-être pas donner exactement la même note au demi-degré près, mais si c'est le même observateur et qui refait la même mesure, l'évolution sera toujours la même. Troisième dominante pathologique, c'est la pathologie respiratoire. Après, je ne vais pas développer plus que ça. C'est 20% quand même des chevaux âgés, avec des problèmes de toux, des problèmes de dyspnée, c'est-à-dire de respiration anormale dans sa synchronicité, c'est-à-dire en fait
Normalement, vous savez qu'un cheval, quand il respire, il y a un certain mouvement du thorax et de l'abdomen qui ont un lien, qui sont en général dans le même sens. Et quand on commence à avoir ce qu'on appelle une discordance, c'est-à-dire une inversion des mouvements du thorax et de l'abdomen, on sait que le cheval force pour respirer, ce qui est déjà le premier signe qu'il y a un problème pathologique qui apparaît. Bon, il y a plusieurs entités pathologiques qu'on bien connues. Ça peut être les obstructions récurrentes de voies respiratoires, c'est le terme un peu consacré, c'est de la bronchite chronique ou c'est des choses comme ça. Ça peut être de l'asthme, puisqu'on parle maintenant d'asthme équin de façon, je me suis trompé de bouton, de façon courante. Alors, sachant que l'asthme, ça sous-entend une origine allergique, ce n'est pas forcément toujours le cas. Des fois, c'est simplement des poussières ou des choses comme ça. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut ne pas oublier. Le terme emphysème, je l'ai cité là, parce que c'est le terme le plus consacré, le plus connu. Je ne sais pas si c'est beaucoup utilisé encore. C'est un peu un terme qu'il faut oublier. Emphysème, en fait, c'est une description d'une lésion pulmonaire. Donc, par définition, pour décrire une lésion, il faut la voir. Donc, il faut aller voir le poumon du cheval, ce qui, bon, en pratique courante, n'est pas vraiment un truc qu'on fait, sauf quand ils sont morts, évidemment. Voilà. C'est aussi également sous-traiter les problèmes respiratoires chez le cheval âgé. Ne pas oublier de regarder bien ça. Alors après, je ne vais pas rentrer dans un catalogue trop long. J'ai remis quelques petites choses. Le cardiovasculaire, c'est important, sauf que plus de la moitié des chevaux ont un souffle cardiaque avec l'âge et que c'est totalement asymptomatique. Donc, il ne faut pas vous affoler si ça vous arrive. Ce qui est plutôt moins bien toléré, c'est les problèmes de rythme cardiaque chez les chevaux âgés. Dès que ça commence à plus battre dans le bon sens ou dans la bonne vitesse, avec des parties du cœur qui vont plus vite que d'autres, là, ça commence à avoir des impacts pathologiques assez importants. Au niveau ophtalmo, bon, tout le monde sait que la cataracte est une maladie qui existe chez le cheval, comme on le voit sur la photo, et qui est d'évolution lente et qui peut aller jusqu'à la perte, voire totale de l'acuité visuelle. Enfin, on peut aller jusqu'à la morose totale. Et puis, il y a également l'aggravation est assez classique des problèmes de peau chez les chevaux âgés, pour une raison relativement simple, c'est que la plupart de l'immunité de la peau est dépendante de certains nombres d'hormones qui stimulent les défenses immunitaires de la peau, et notamment les hormones thyroïdiennes, et que beaucoup de vieux chevaux commencent à défaillir au niveau de la glande thyroïdienne et d'avoir moins d'hormones, donc moins de défense immunitaire, donc une aggravation des symptômes. Un peu de cancérologie, histoire de se mettre un peu le moral dans les chaussettes. Les tumeurs externes chez le cheval, il y en a beaucoup. Il y a les plus embêtantes, c'est celui du cheval gris, le fameux mélanome qu'on ne peut pas traiter puisqu'il est de toute façon récidivant et il se généralise. Et puis, il y a également des tumeurs internes. Les plus classiques, c'est les plus bénignes, c'est les lipomes. Quand à l'autopsie, on découvre parfois des lipomes d'une taille énorme chez les chevaux. Il y a une grosse boule de graisse au milieu de l'épiplomb ou de l'abdomen. C'est souvent peu symptomatique, donc peu détecté avant. C'est pas grave, mais par contre, il y a d'autres tumeurs beaucoup plus embêtantes. Et puis, on va en parler d'une en particulier, et c'est le focus que je voulais faire aujourd'hui. Oh, vous la connaissez, celle-là, la PPID. Vous ne l'appelez pas comme ça, mais vous la connaissez. C'est la dysfonction de la partie intermédiaire de l'hypophyse, à retenir par cœur. Il y a un questionnaire à la fin de l'exposé. Et dans le bon ordre, s'il vous plaît, qu'on appelle aussi la maladie de Cushing, ou qu'on appelait anciennement l'hirsutisme. C'est quoi cette maladie? C'est une tumeur. C'est une tumeur à la base du cerveau, ici, de la glande pituitaire, au niveau de ce qu'on appelle l'hypothalamus. C'est-à-dire l'hypothalamus, c'est la partie du cerveau qui commande aussi les sécrétions hormonales. C'est ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et c'est ce qui va provoquer à la fois un dysfonctionnement neuronal, parce que c'est une dégénérescence des neurones, mais également une dégénérescence des sécrétions hormonales qui en dépendent. Et ça a énormément d'incidence. Alors, si on regarde les lésions neuronales, c'est-à-dire que si à l'autopsie on regarde à quoi ressemble le neurone, il a des trous dedans comme du gruyère. Gruyère, c'est pas suisse, ça, j'aurais peut-être pas dû prendre gruyère comme exemple, mais c'est pas grave. Et c'est les mêmes types de lésions qu'il y a dans le Parkinson de l'homme, donc oui, il y a une petite similitude quand même assez intéressante de ça. 20% des chevaux depuis 15 ans ont cette maladie, 20% c'est beaucoup quand même, puisqu'il y a encore plus beaucoup, c'est que 75% des chevaux de plus de 15 ans ont un adénome. Heureusement, la plupart du temps, il est asymptomatique parce qu'il ne sécrète pas. Mais c'est une maladie qui est très, très, très fréquente. Alors, cliniquement, il y a quand même des choses importantes à savoir. C'est que les signes apparaissent progressivement et pas tous au même moment. Le plus précoce, c'est la léthargie.
Le plus tardif, c'est l'hirsutisme. L'hirsutisme, vous savez tous ce que c'est, je pense. L'hirsutisme, vous savez pas ce que c'est. C'est les chevaux qui perdent plus leur pelage, enfin qui font plus leur mue. Et puis au bout d'un moment, c'est plus du poil qu'ils ont, c'est des dreadlocks qui tombent jusque par terre. C'est en fait un poil qui finit par être mélangé avec des débris végétaux et qui pendouille. Et il faut les tondre en été, ces chevaux-là, notamment dans les pays chauds. Parce que sinon, ils ont tellement de problèmes avec leur thermorégulation qu'ils peuvent souffrir de coups de chaleur, tout simplement. La fourbure chronique est le symptôme le plus fréquent. Donc un cheval qui a un problème locomoteur et une fourbure, il faut penser Cushing. Dans 80% des cas, il y a un lien. C'est quand même pas rien. Et puis d'autres signes sont un peu plus, on va dire, discrets, comme l'abdomen penduleux qu'on voit ici, et comme la myotrophie, hop là, qu'on voit là-bas. Et puis, je vous ai mis une photo en bas, parce que vous allez me dire, celui-là, il n'est pas vraiment amaigri. Maintenant, au contraire, c'est l'inverse. Alors, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, le consensus, je vous l'apprends si vous ne le savez pas, c'est que ces deux maladies-là, elles sont complètement liées, en fait. Le syndrome métabolique, ce qu'on appelle le syndrome métabolique et ce qu'on appelle la maladie de Cushing, il est probable que ça soit des états évolutifs différents d'une maladie qui est à peu près la même. La seule différence, c'est qu'en gros, celui d'en haut, il a un problème avec les hormones sécrétées au niveau de son hypophyse et donc il a trop de cortisol dans le sang. Et celui du bas, il a un problème avec son insuline qui est trop sécrétée et une insulinorésistance, en fait, qui ne marche plus. Donc en fait, c'est des dérèglements hormonaux, mais les deux sont un petit peu, il y a un continuum entre les deux. Donc qu'il soit maigre ou qu'il soit gros, il faut quand même penser à ce qu'il y a peut-être un problème lié à tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on parle de vieillissement? On parle d'un vieillissement ou on parle de différentes formes de vieillissement? Je pense qu'on peut quand même se poser un certain nombre de questions au-delà du vieillissement physique et organique de l'animal qu'on a un petit peu décrit là, mais de qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral chez les vieux chevaux. Et alors là, on a moins de données que sur tout ce que j'ai documenté avant, parce que je vous ai fait un petit catalogue un peu de la médecine en accéléré là, mais sur le vieillissement cérébral, on a beaucoup moins de choses et on est obligé d'aller chercher dans les comparaisons avec d'autres espèces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va trouver des lésions qui se ressemblent entre, par exemple, un singe et un cheval, mais bien évidemment, au niveau fonctionnel, ce n'est pas tout à fait le même animal, donc il ne fonctionne pas de la même façon. Donc les conséquences fonctionnelles ne seront pas du tout les mêmes, mais néanmoins, on peut noter la présence de l'analogie et puis voir si ça peut expliquer un certain nombre de symptômes. Donc on n'a pas forcément un lien causal établi, mais on ne peut pas dire telle lésion fait tel déficit, mais néanmoins on peut observer qu'il y a des liens possibles. Allez, hop, on va ouvrir la boîte noire, on va aller voir le cerveau d'un cheval mort. Qu'est-ce qu'on a comme lésions qu'on observe sur un cheval mort? On a notamment des lésions vasculaires. Alors je vous ai mis un peu le détail, peu importe, mais si vous regardez ça, on trouve ça chez l'homme, chez le singe, chez les bovins, chez les souris, chez les chiens, chez les chats. Et chez tous ces animaux-là, c'est plus ou moins documenté, alors plutôt chez l'homme que chez la souris et beaucoup moins chez le singe ou chez les bovins. Ça documente un déficit cognitif et de la sénilité. C'est-à-dire que les lésions qu'on observe chez les animaux célines d'autres espèces, on les observe aussi chez le cheval vieillissant, ou du moins c'est un certain nombre de chevals. Ça, c'est une étude qui avait été faite en 2010, elle n'est pas très vieille. Alors souvent, c'est des calcifications. Là, vous avez tous reconnu un vaisseau sanguin avec une calcification de sa matrice. C'est une artère, en l'occurrence. Je ne peux pas vous dire laquelle, ce n'est pas marqué dessus. On observe aussi d'autres lésions plus rigolotes. C'est toujours joli, les autopsies avec des colorations, parce que ça donne ça stimule l'imagination. Donc vous avez des pigments, comme la lipofuscine, qui peuvent s'accumuler dans le cerveau. Puis vous avez aussi des cellules, qui sont les cellules nutritionnelles du cerveau, qu'on appelle les cellules gliales. Et notamment au niveau de certaines parties du cerveau que sont le cortex et le thalamus, qui sont quand même des parties centrales du cerveau. Et ça nous fait sur les images ce que les Anglais appellent les free eggs-like cells, c'est en fait des cellules en œuf au plat. Alors ils ont de l'imagination, parce que là, moi, l'œuf au plat, on l'imagine un peu là, pour la bonne couleur, mais c'est à peu près ça. On a également un truc qui est assez connu chez l'homme, c'est les dépôts de plaques amyloïdes, c'est-à-dire en fait des lésions de dégénérescence dans le cerveau. Et ça, c'est visible sur des colorations. Et on a également des protéines anormales qui s'accumulent dans certains organes. Ce qui est intéressant, c'est que globalement, le cerveau du vieux cheval reçoit moins d'oxygène que le cerveau du jeune cheval. Donc, il fonctionne moins bien. Il y a des lésions, moins d'oxygène, moins de fonctionnement. Alors, bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste avant, je ne vais pas pouvoir faire la marche de vous dire ce que ça va déclencher chez le cheval. Par contre, on peut noter que ça existe, c'est documenté. Et puis, on peut essayer de chercher comment on peut relier telle lésion à telle. Mais ça sera dans les années à venir où on saura ça.
Alors, quelles sont les conséquences au niveau comportement du vieillissement cérébral? Il y en a plusieurs. Bon, d'abord, effectivement, il y a une altération de la perception sensorielle, c'est-à-dire le cheval voit moins bien, entend moins bien, sent certainement moins bien, perçoit moins bien un certain nombre d'afférences sensorielles. Après, il a également des déficits au niveau du contrôle de sa motricité, à relativiser avec tous les problèmes locomoteurs qui viennent aggraver les choses. Donc, faire la part des choses entre ce qui est lié à sa dégénérescence cérébrale et ce qui est lié à son arthrose, les deux sont liés forcément et vont se surajouter l'un à l'autre. Il y a forcément une incidence sur son état d'éveil, donc tous les phénomènes de léthargie, le vieux cheval qui bouge plus trop et qui roupille toute la journée, qui dort beaucoup moins que cette assistance, et je vous félicite, vous êtes très, très jeune dans l'esprit. ça interfère forcément sur l'état d'éveil. Et après, on a aussi, qui sont plus ou moins documentés, oula, je suis très en avance, moi. Des troubles de l'humeur chez le cheval, avec l'apparition. Alors, je dirais que c'est une observation clinique de terrain. C'est pas forcément prouvé au niveau d'études scientifiques, mais des modifications avec l'apparition de comportements agressifs chez les vieux chevaux, ça existe. Des chevaux qui deviennent un peu intolérants aux congénères et qui s'isolent de plus en plus, ça existe avec l'âge. Des chevaux qui supportent absolument plus d'être séparés des autres congénères dans le même groupe et ils deviennent fous furieux parce qu'on enlève leurs copains de près. Avant, quand ils étaient jeunes, limite, ils en profitaient pour manger un peu plus que l'autre. Mais en vieillissant, ils ne supportent plus la rupture du lien d'attachement avec les autres animaux. L'apparition de choses de néophobie, c'est-à-dire de choses dont le cheval n'avait pas peur avant, et puis il se met à avoir peur brutalement sans qu'il y ait qu'une explication ou un événement traumatisant pouvant l'expliquer, ça existe aussi. Alors comment on peut lier chacun de ces items-là pardon, à telle ou telle lésion cérébrale? À ce stade des connaissances, on ne peut pas, mais on peut quand même se dire qu'il y a sûrement un lien quelque part. De la même façon, la perte de la mémoire spatiale, le vieux cheval qui se perd, il ne sait plus où il habite, il ne sait plus où est l'entrée du pré, il ne sait plus où est le passage pour aller dans le pré d'à côté, ou il ne sait plus où est l'abreuvoir, ça c'est décrit également. Dans les apprentissages, j'ai appris ce matin que les jeunes chevaux étaient plus faciles à reconvertir que les vieux, donc ils doivent apprendre plus vite. Donc là, vous voyez, vous avez une réponse à ma question, c'est parfait. Les séquences comportementales, que ce soit dans les contacts avec les autres chevaux ou que ce soit pour n'importe quel comportement, elles sont peut-être un petit peu moins... le réapprentissage est plus difficile, quoi, en fait. Et tout ça, ça entraîne une perte de l'adaptabilité du cheval âgé. Alors tout ça, c'est un tableau un peu noir. Ça peut être encore plus noir. On peut arriver à des états pathologiques vrais, mais là, on sort du vieillissement, on rentre dans la pathologie. Et puis, vous savez qu'aujourd'hui, on décrit des états dépressifs chez le cheval. Et puis, n'oubliez jamais que... Alors ça, c'est un exemple quand même, moi, que j'ai constaté sur le terrain. C'est qu'un cheval tiqueur, qui, normalement, si on lui fait des modifications environnementales, tique moins, en théorie, c'est comme ça dans les livres, en vieillissant, même dans les conditions environnementales optimisées, il continue à tiquer, voire il tique de plus en plus. Et ça, en fait, souvent, c'est le signe que, l'installation de la stéréotypie s'auto-entretient et se renforce au fur et à mesure de l'ancienneté. Et c'est de moins en moins réversible au fur et à mesure du temps. Conséquence de ça, si vous avez un cheval qui tique, attendez pas qu'il soit à la retraite pour se dire tiens, je vais peut-être m'occuper de son tic. C'est bien de le faire avant, en fait. Alors il y a plein d'autres effets délétères qui sont décrits dans la bibliographie. Alors il y a un peu de tout, c'est un peu le fourre-tout cette diapo-là. D'abord, on sait qu'en vieillissant, les mitoses, c'est-à-dire la multiplication des cellules, se dérèglent et que le patrimoine génétique est altéré. C'est-à-dire que l'ADN, il commence à moins bien se répliquer. Vous savez tous que les cellules se dédoublent, que l'ADN se dédouble pour former une nouvelle cellule. Eh bien, les erreurs de réplication, c'est de plus en plus fréquent chez le cheval âgé. On peut aussi avoir des phénomènes inflammatoires avec des facteurs d'inflammation comme l'interleukine ou les prostaglandines, mais peu importe les noms, qui sont sécrétés en quantité plus importante. On peut avoir des maladies dégénératives cartilagineuses. On peut avoir des tas de choses comme ça. Et puis, il y a la grande catégorie de ce qu'on appelle le stress oxydatif et qui, en fait, si on veut le dire de façon un petit peu simple, le stress oxydatif, c'est en fait tous les produits de catabolisme de l'organisme, tout ce que l'organisme produit comme déchets, qui entraînent des lésions des tissus. En fait, c'est souvent ça, le phénomène oxydatif. Alors après, il y a les radicaux libres, il y en a plein d'autres. Vous verrez souvent des compléments
nutritionnelle plus ou moins améliorée dans la description pour les vieux chevaux, disant on lutte contre le stress oxydatif. Ça a été très à la mode il y a quelque temps. Bon, comme personne ne sait comment lutter contre le stress oxydatif, en fait, ça fait bien de le dire, ça fait vendre, quoi, en fait. Hein. Et puis, il y a un autre point qui est important, c'est que, par contre, l'immunité, le développement immunitaire du vieux cheval, les défenses immunitaires du vieux cheval sont de moins en moins efficaces au fur et à mesure du temps. Et ça a des conséquences, par contre, on va en parler après, sur la conduite à tenir des chevaux âgés. Et puis il y a un grand truc qu'il ne faut jamais oublier, et je l'ai mis en dernier, mais c'est parce que pour moi c'est le plus important, et ça je veux absolument que vous partiez d'ici en gardant ça. Il faut qu'on sache mieux évaluer et prévenir et traiter la douleur chez les chevaux, parce que ça c'est encore un truc où on a des progrès à faire. On a des moyens techniques aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 20 ans, simplement on n'a pas encore suffisamment de finesse dans l'appréciation de la douleur, mais on y travaille de plus en plus. Alors rien que pour vous embêter, je vous ai mis la définition... alors ça, c'est pas l'OMS, c'est l'Association internationale d'études de la douleur, je ne sais plus l'acronyme exact, mais peu importe, qui a fait cette définition de c'est quoi la douleur, donc ils ont expliqué. Et alors, ce qui est le plus important, c'est ça, c'est qu'en fait, la douleur, c'est certes une expérience sensorielle, c'est-à-dire c'est la perception d'un stimulus de douleur par un de nos récepteurs corporels internes, externes, etc. Mais c'est aussi une expérience émotionnelle qui est représentée par la conscience que l'animal a de la rupture ou de la menace de rupture de l'intégrité de ses tissus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la douleur, ce n'est pas la perception d'un signe douloureux, c'est le fait que l'animal va le percevoir, l'intégrer au niveau de son cerveau et y répondre. Et selon l'état de son émotion, selon son état émotionnel, il va répondre différemment à la douleur. Donc vous pouvez avoir un cheval qui est en pleine forme et puis il a une petite blême, mais il va très bien la tolérer. Et puis de toute façon, il est tellement content de travailler ou de sortir que finalement, vous ne verrez rien du tout. Il n'exprimera pas sa douleur. Et vous pouvez avoir le même cheval qui est dans un état de vieillissement cérébral et un peu dépressif. Et la moindre petite blême, il va exprimer beaucoup plus de symptômes de sa douleur. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes, de ne pas cantonner la douleur en se disant « Oh, il a une petite blême, on va nettoyer ça, tac, on met un petit pansement, puis hop, il a plus mal. » Ben si, il a encore mal. Après, la douleur, c'est un mécanisme de défense de l'organisme, bien évidemment, c'est-à-dire que ça permet de ne pas aggraver la lésion qui cause la douleur, en théorie. Donc la douleur aussi a énormément de conséquences, et on retrouve chez les chevaux douloureux, mais ça a été tellement bien expliqué tout à l'heure, il y a des conséquences sur tout. C'est-à-dire il y a des conséquences d'isolement social du cheval, ça provoque un isolement social, ça provoque une modification de son activité, tantôt il va être hyperactif, tantôt il va être complètement inactif, voire éventuellement des comportements agressifs, des chevaux qui ne se déplacent plus pour manger, qui ne vont plus à l'abreuvoir, etc. Ça provoque bien évidemment des postures et des démarches anormales, et puis ça peut aller jusqu'à des plaintes du bruxisme. Alors ça, vous ne savez pas ce que c'est sans doute. Le bruxisme, c'est grincer les dents, c'est le terme scientifique pour grincer les dents. Et des coliques, parce qu'on peut avoir des coliques uniquement générées par un phénomène douloureux sans qu'il y ait de lésions anatomiques, à proprement parler, du tube digestif. C'est ce qu'on appelle souvent les coliques de spasme, mais c'est souvent des coliques de douleur plus que de spasme, en fait. Évidemment des comportements stéréotypés. J'ai un exemple de ça, et nous, aujourd'hui, en clinique, et même dans les grands groupes, n'est-ce pas, l'un des signes de la douleur post-opératoire d'un cheval opéré d'une fracture, c'est l'apparition de comportements stéréotypés. C'est-à-dire qu'en fait, l'expression d'une douleur assez importante, ça peut être aussi une modification. C'est les grimaces faciales, c'est tout ce qui vous a été très bien décrit tout à l'heure, mais ça peut être aussi l'expression, l'apparition d'un comportement de tic brutal, et alors notamment le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle le tic à l'ours, le tic de balancement. Ça, c'est en clinique, c'est ce qui est le plus souvent surveillé en post-op pour évaluer l'état de douleur du cheval. Et puis la douleur, ça augmente plein de choses, ça augmente les paramètres inflammatoires, ça augmente la fréquence cardiaque, ça fait monter la température, ça fait monter le cortisol parce qu'il y a un état de stress associé, ça fait monter par réponse les endorphines, c'est-à-dire les molécules morphiniques endogènes que le sécrète
que l'organisme sécrète pour lutter contre la douleur. Et puis ça déprécie les défenses immunitaires. Et quand vous avez un cheval en douleur et qui a été opéré ou qui a été malade, s'il n'a plus de défense immunitaire, ben, il guérit moins vite. Donc la conséquence de tout ça, c'est que la douleur, ça tue. Donc il faut traiter la douleur. C'est un vrai ennemi. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on veut pallier ce vieillissement et on va rester super optimiste et on va se dire que de toute façon, c'est assez simple de pallier le vieillissement chez le cheval, qu'il soit cérébral ou physique. C'est ouais, de temps en temps, soyez gentil, faites voir votre cheval à un veto, ça peut être utile des fois pour avoir des infos. Ça, je me fais un peu de pub au passage. Mais pas moi, hein, je suis trop loin. Et puis il y a 2 règles de base. C'est un milieu suffisamment stimulant pour qu'il puisse exprimer sa locomotion et puis avoir des stimulations environnementales diverses et variées. Donc c'est vrai qu'en général, il vaut mieux être auprès qu'enfermé dans un box 24/24. Et puis 2, il faut des copains. Voilà, c'est bête, hein, mais voilà. Si vous avez des copains, mais c'est vrai peut-être pour nous en fait, si on a des copains et qu'on a un milieu stimulant, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, bah, finalement on vieillit moins, donc c'est super. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut conseiller pour prévenir tout ça? Bon, il y a évidemment ce qu'on appelle les gold standards, désolé pour l'anglicisme, c'est pour toutes les bonnes pratiques de soins préventifs. Et je l'ai déjà dit, je le répète, la baisse de médication chez les chevaux âgés, c'est pas une bonne idée. Parce que plus on laisse évoluer et se dégrader les choses, et moins c'est bien. Arrêter de les vacciner, c'est pas une bonne idée. À la limite, si on voulait être complètement logique, il faudrait vacciner les poulains, les vieux, et pas les vacciner au milieu. Bon, après, le problème, c'est qu'au milieu, ils font des compétitions et c'est obligatoire. Donc en fait, il faut les vacciner tout le temps. Voilà. Mais ne pas vacciner un cheval, parce que c'est vrai, il est vieux, et puis du coup, il a été vacciné pendant 15 ans, c'est pas une bonne idée, parce qu'il ne se défend plus, et son immunité contre la grippe, elle est comme ça. Et si on veut réfléchir au-delà parce que la vaccination, ça ne se réfléchit pas individuellement. La vaccination, ça se réfléchit au niveau d'une population. Eh bien, si on veut réfléchir à éviter la propagation de maladies virales, pensez au Covid, chez nous, il faut qu'il y ait un certain pourcentage de la population qui soit protégée par les vaccins. Sinon, ça ne sert à rien de vacciner les autres. Donc en gros, il faudrait non seulement arrêter de vacciner les chevaux en pleine forme, mais dans ce cas-là, il faut arrêter de les vacciner complètement parce qu'en fait, on ne protège plus rien du tout. Mais ils mourront de grippe ou de tétanos. Bon, après, c'est un choix. La vermifugation, c'est exactement le même raisonnement. Les chevaux, vous le savez sans doute, excrètent de façon intermittente les œufs de verre. En vieillissant, ils ont de moins bonnes défenses immunitaires et donc ils excrètent un peu plus souvent les œufs de verre. Mais ça, c'est en moyenne. C'est-à-dire que vous pouvez avoir dans le même pré 2 chevaux, un qui est très excréteur, qui évacue beaucoup et qui contamine toute la population aux alentours, et puis un autre qui éventuellement est en moins bon état que le premier, mais qui lui excrète jamais. Exception faite des ténias, ce qu'on appelle les anoploncéphales, l'excrétion est par définition quasiment pas tellement occasionnelle en fait que l'écoprologie, enfin, le comptage fécal des œufs ne servent pas à grand chose pour dépister du ténia. Donc en fait, il faut traiter systématiquement souvent. La maréchalerie, on en a déjà parlé. Alors, chez nos amis anglo-saxons, je crois qu'il y a des... Alors, je ne sais pas si c'est un conseil, si c'est une bonne pratique ou si c'est dans la loi, dans les règlements. Mais vous savez qu'ils sont des fois un peu en avance sur certains règlements sur le bien-être animal. Mais je crois qu'il y a une certaine forme d'obligation de continuer à au moins faire voir en parage ou en maréchalerie ou les deux un cheval toutes les 8 semaines maximum. Et puis l'entretien dentaire dont on a déjà parlé. Bon, il y a également des gold standards en matière de zootechnie, donc l'habitat, la nutrition. Le cheval est un herbivore et ça mange des fibres, ça ne mange pas des granulés. Un vieux cheval, même s'il n'a plus de dents, il faut quand même qu'il mange des fibres, quitte à lui couper, mais il faut qu'il mange quand même des fibres. On peut complémenter, on peut augmenter la digestibilité des aliments, on peut rajouter la matière grasse, on peut améliorer l'alimentation, mais la base de l'alimentation d'un cheval, ça reste des fibres. Et ça restera toujours des fibres, on ne les transformera jamais en carnivores. Une autre question qui est importante et qui pour moi fait partie des conseils à donner de façon systématique, c'est le fait que l'inactivité à la retraite n'est pas une bonne idée. En fait, garder un minimum d'activité compatible avec l'état de santé du cheval, bien évidemment, ça maintient quand même un certain nombre de choses au niveau de la condition physique et ça maintient quand même... Alors, peut-être qu'on se dit la retraite, c'est du repos et il faut qu'il se repose de ce qu'il a vécu 15 ans avant, mais en fait, c'est pas forcément comme ça qu'il faut, à mon sens, aborder les choses. Il faut plutôt maintenir une activité et maintenir, bien évidemment, des contacts sociaux pour assurer
Et voilà, la boucle est bouclée, je suis revenu à mon concept de départ, la fameuse qualité de vie. Bon, je vous ai mis la définition, mais ça, c'est pas très important, parce que je vous l'ai dit déjà ce matin. De toute façon, vous pourrez la lire, mais ça vous donne quand même une idée que la qualité de vie, c'est pas que la santé physique, mais c'est aussi la perception que l'animal a de son état de santé. Donc, c'est de prendre en compte la cognition, de prendre en compte son état de plaisir. Et c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure dans les discussions, c'est que mettre en avant ça, ça défend le fait que ces chevaux-là, en les mettant à la retraite, c'est pas de l'abandon, mais c'est bien de la mise à la retraite avec un minimum de prise en compte de leurs besoins, outre que simplement les besoins nutritionnels. Donc je vous l'ai remis là pour mémoire, et c'est juste la répétition, c'est souvent comme ça qu'on arrive à faire mémoriser les concepts. Donc moi je trouve que c'est super intéressant d'avoir une qualité de vie qui est un triptyque entre le bien-être animal, tenant compte des réglementations et de tous les progrès scientifiques que nous faisons comme aujourd'hui en échangeant des connaissances. C'est évidemment tous les éléments de santé et les critères physiques et comportementaux du cheval. Et puis c'est toute la cognition avec les apprentissages qu'il faut continuer à avoir. Un vieux cheval, vous l'avez bien expliqué, ça apprend, ça continue à pouvoir se réadapter à un nouveau mode de vie. Ça peut s'adapter à un nouvel environnement, mais il faut lui donner les moyens de se préparer à cette adaptation. Ça doit continuer à avoir des stimulations sensorielles et ça doit continuer à avoir une activité exploratoire, y compris vis-à-vis des congénères. Pour juste mémoire, j'ai mis un petit peu de biblio à la fin. Je ne vais pas la relire. Et puis pour ceux que je suis désolé, c'est pas traduit. Un petit article dans une revue française qui est pas. Je connais un peu celui qui l'a écrit. Voilà. Et retenez, c'est peut-être un peu le slogan. Alors, pour une bonne fin de vie, une bonne qualité de vie. Et puis que quand c'est l'heure de l'apéro, une bonne cuvée aussi, ça marche, quoi. Ça passe aussi. Merci. Merci Vincent.